Chapitre 18. Qui suis-je? Un être rempli d'amour. À quoi est-ce que je ressemble? À rien de particulier. Je suis moi. Principale motivation. Tendre la main à quelqu'un qui en a besoin. But de l'opération. Il faut que ce soit fait. Bénéfice net. Elle ne sentira rien? Non. Bénéfice net. Arrête de réfléchir. Il est temps. Ça ne va pas être une mince affaire. Prendre une grande inspiration. S'entraîner encore une fois devant le miroir en pied. Coincer le petit flacon dans la manche serrée. Le faire descendre discrètement jusqu'au creux de la main. Avec dextérité, déboucher et verser d'un seul geste. Glisser le flacon dans la poche gauche. Trop lent. Bêtement lent. Il faudrait qu'elle ait le dos tourné, qu'elle soit distraite 1 minute entière. Impossible de compter là-dessus. Pas avec cette cible. Ce sera la plus ambitieuse à ce jour. Une femme qui ne fait confiance à personne et qui soupçonne tout le monde. La vie l'a déjà blessée une fois. Elle n'a pas l'intention de lui laisser une seconde chance de la frapper. Non. Ce nouveau projet exige la perfection. Sourire sincère, regard soutenu, mots choisis. Et ensuite, quand l'occasion se présentera, d'un geste rapide et fluide, saisir le flacon en un tournement, mélanger le contenu dans son verre en un clin d'œil. Et ensuite, défi plus grand encore. Attendre, sans rien faire. Contrôler l'inévitable montée d'adrénaline. Maîtriser sa respiration et reprendre. Sourire sincère, regard soutenu, mots bien choisis, pendant que le contenu du flacon fera lentement, mais sûrement son œuvre. S'exercer encore. Sourire, regard, mots. Coincer dans la manche, faire descendre, déboucher, verser, escamoter. Trop lent, trop lent, trop lent. S'entraîner, s'entraîner, s'entraîner. Qui suis-je? Un maître de la douleur. À quoi est-ce que je ressemble? Au premier venu. But de l'opération? Je peux le faire. Bénéfice net? On doit tous mourir un jour. Cacher le flacon au creux de la main. Déboucher. Vite verser, escamoter. Sourire, regarder dans les yeux, dire les mots qu'il faut. Encore et encore et encore. Parce qu'au premier faux pas, elle saura. Il y a trop d'années qu'elle s'attend au pire pour ne pas le reconnaître quand il se produira. Il faut que la mécanique soit huilée, maîtrisée, parfaite. Jusqu'à l'instant suprême. 2 temps, 3 mouvements. Le meurtre tel qu'il doit être. Première motivation, une mort indolore. Bénéfice net, un bienfait rendu au centuple. Qui suis-je? Le successeur de Haridé? Non. Qui suis-je? Le successeur de Shanadé? Non plus. Qui suis-je? Chapitre 19. Charles Garzi était un gamin de ça aussi, par la naissance comme par l'éducation. Son air méfiant et sa mâchoire butée étaient là pour en témoigner. Bien sûr, à un moment donné de son parcours, il avait troqué ses mains calleuses pour les mains douces d'un homme plus habitué à taper sur un clavier que sur autre chose, et la veste en cuir du loupard pour le classique imperméable du reporter. Malgré cela, il conservait le visage fermé de l'ancien voyou devenu un journaliste cynique et revenu de tout. Étant donné ce qui était arrivé à son cousin alors qu'ils n'étaient encore que des adolescents, c'était peut-être le cas. Il lui était tombé sur le rable au moment où il sortait de son appartement du 2e étage. Quittant des yeux la porte qu'il était en train de verrouiller, il avait vu Didi et Phil remonter le couloir dans sa direction et les avait accueillis d'un grognement. « Vous en avez mis du temps. »« Comment ça ?» demanda Phil. Il avait essayé de convaincre Didi d'attendre dans la voiture.
À vrai dire, il avait même essayé d'obtenir qu'elle le laisse la raccompagner chez elle. La matinée avait été rude. Elle aurait dû reposer son épaule, s'appliquer à guérir. Cause toujours. Elle était remontée comme une pendule et ne s'était pas sentie aussi bien depuis des semaines. Il tenait le bon bout. Son sixième sens le lui disait. Shanadé possédait la clé qui les conduirait à l'assassin. Quant à Charlie Sgarzi, il était un indice qui leur permettrait de résoudre l'énigme Shanna. Pas question qu'elle reste sur le banc de touche. « Le docteur Glenn vous a appelé ?» demanda Sgarzi, la main encore sur la poignée. « Elle m'a accusé de la harceler ?» Parce que c'est faux. Je ne veux que mon dû et celui de ma famille. « Qu'est-ce qu'on s'amuse ?» pensa Didi, qui en aurait presque sautillé de joie dans le couloir. « Donc, vous n'avez pas menacé le docteur Glenn ?» demanda-t-elle. Tandis que Phil ajoutait « Et si nous entrions, monsieur Sgarzi, pour discuter plus à notre aise ?» Sgarzi poussa un gros soupir, puis rouvrit sa porte et les invita à entrer. « Un studio étriqué », observa Didi. La piaule du vieux garçon dans toute sa splendeur. Vu la taille de la télé et la faible proportion de meubles qui n'avaient pas été achetés dans des vides-greniers. Assez rangé, cela dit. Sgarzi avait des moyens financiers limités, mais il s'efforçait de tenir correctement son intérieur. Les plans de travail étaient propres, le sol n'était pas jonché de sous-vêtements sales. Un Mac dernier cri trônait sur une table pliante devant le vieux canapé marron. Le bureau de monsieur, devina-t-elle, où il pouvait repousser les frontières du journalisme numérique tout en suivant la saison des Bruins de Boston. « Vous avez interrogé Shanadé ?» demanda-t-il en s'immobilisant au milieu du séjour. « Et si vous enleviez votre manteau qu'on passe un petit moment ensemble ?» suggéra Phil. Sgarzi haussa les épaules. « Volontiers, je n'ai rien à cacher. Tenez, je vous offre à boire, les amis. De l'eau, de la bière. Allez, posons-nous un moment. Parlons crime. Vous saviez que mon oncle était dans la police, avant d'avaler une balle de pistolet, du moins? Est-ce que ça s'ajoute au palmarès de Shanadé? Les années passent et elle fait toujours des victimes. » Sgarzi retira son imperméable. Puis, joignant le geste à la parole, il fit quelques pas vers la cuisine, ouvrit le robinet et remplit 2 verres, qu'il leur tendit sans cérémonie. Après quoi, il les regarda, l'air interrogateur. Sans son trench coat, il faisait une taille de moins, comme Superman sans sa cape. Il n'était pas grand, sans doute juste un poil au-dessus du 1,70 m, mais ça ne l'empêchait pas d'avoir une posture de bagarreur. Comme s'il se préparait à recevoir un coup et qu'il était déterminé à l'encaisser sans broncher. Avait-il toujours été comme ça? Se demanda Didi. Ou bien est-ce que c'était le fait d'avoir perdu les 3/4 de sa famille? Quel âge aviez-vous quand votre cousin est mort? Demanda-t-elle. Il la fusilla du regard. Quand il a été assassiné, vous voulez dire? 17 ans. J'avais 17 ans. Pas beaucoup plus vieux que Shanadé. Vous voulez savoir si je la connaissais? Évidemment que je la connaissais. J'habitais le même quartier que Donnie. À l'époque, c'était comme ça aussi. Les familles, même élargies, vivaient proches les unes des autres. On grandissait ensemble, on s'entraidait. Malgré le ton volontairement monocorde adopté par Sgarzi, Didi y perçut une pointe d'émotion, de la nostalgie, le regret d'une époque où il était en sécurité, certain de sa place dans le monde. Sa famille, son quartier, était son univers. « Vous la fréquentiez ?» demanda Phil avec flegme. « Non, c'était une fille à problème, tout le monde le savait. Et pas le genre de problème qui peuvent vous valoir une réputation de cador dans le quartier, vous voyez. Shanna, elle fichait carrément la frousse, comme un chien enragé. Les gamins qui avaient pour 2 sous de jugeote passaient au large. Mais pas Donnie. » Sgarzi grimaça. Donnie était différent. Il aimait les livres, les sciences, les maths. S'il avait vécu, il serait probablement devenu le frère jumeau de Bill Gates, et ma mère n'aurait aucun problème à l'heure qu'il est. Mais un petit génie de 12 ans à Southsea, les autres gosses lui menaient la vie dure.
Si j'entendais des réflexions ou que je passais par là, je les obligeais à la fermer. C'était mon cousin, vous voyez? J'essayais de le protéger. Mais il ne rentrait pas dans le moule. Et même si Shanna est tarée, elle est maligne. Déjà à l'époque, Sgarzi secoua la tête. Mon cousin n'avait aucune chance. « Vous avez assisté au procès ?» demanda Phil. « Non, mes parents ont refusé. J'apprenais les nouvelles comme tout le quartier par les ragots. Et puis, c'était une autre époque. Pas comme aujourd'hui, avec les chaînes du câble en continu et les emballements médiatiques perpétuels. La presse locale a suivi le procès, bien sûr, surtout quand le procureur a annoncé qu'il allait juger Shanna comme une adulte. Mais la défense ne s'est pas beaucoup bagarrée. L'affaire a été pliée en moins de 2. Et ensuite, tout le monde a repris sa petite vie. Sauf mon oncle et ma tante, évidemment. « Et vous ?» fit Didi avec curiosité. « Au bout de 30 ans, vous en êtes encore à écrire à l'assassin de votre cousin? Vous remettez de l'huile sur le feu ?»« Encore ?» s'exclama Sgarzi, avec une évidente stupéfaction. « Pourquoi encore ?» Les lettres que j'ai écrites il y a 3 mois étaient mes premières tentatives de prise de contact. Il ne faut pas croire, Denis était un bon garçon, mais moi aussi. Je vous jure que j'avais d'autres projets d'avenir que de rester toute ma vie le cousin du gamin assassiné. J'ai quitté le quartier. Je suis allé à l'université de New York. J'ai fait des études de communication et je suis devenu journaliste. Je ne suis pas le dernier des abrutis. Et pourtant, on vous retrouve ici, fit remarquer Phil. Je suis revenu m'occuper de ma mère, répondit vivement Sgarzi. Le docteur Glenn ne vous l'a pas raconté? Ma mère est en train de crever d'un cancer. Il lui faut un établissement de soins palliatifs, une aide-soignante à domicile, quelqu'un qui puisse mieux prendre soin d'elle que son journaliste de fils. Ça a un coût. Et vu ce que ça rapporte d'écrire par les temps qui courent, je ne roule pas sur l'or. Alors je me suis dit que si les journalistes en ligne ne gagnent pas grand-chose, en revanche certains récits de crimes réels, on peut décrocher des avances à 6 ou 7 chiffres. Je suis capable d'écrire un bouquin comme ça. Il me faut juste la matière. Disons, un entretien exclusif avec une meurtrière célèbre, vous voyez? Alors dites, c'est trop demandé. Au bout de 30 ans, Shanna aurait même pu être contente d'avoir l'occasion de se racheter. Enfin bon, comme elle n'a pas daigné répondre à une seule de mes lettres, j'imagine que ce n'est pas le cas. Alors, vous vous êtes tourné vers sa sœur. Logique. On travaille comme ça dans le journalisme. Quand une source dit non, on en cherche une autre qui dira oui. Il me faut un oui, pour ma mère. Quand son cancer a-t-il été diagnostiqué? Demanda Didi. Il y a 6 mois. Et vous avez écrit pour la première fois à Shanna il y a 3 mois environ. Et le tueur à la rose a fait sa première victime il y a quoi, 6, 7 semaines? Sgarzi se raidit, les poings inconsciemment serrés. Méfiant, il plissait les yeux. Où voulez-vous en venir? Voyons. Vous essayez soi-disant de fourguer un livre sur une affaire qui remonte à 30 ans, et dont, malgré tout le respect que je dois à votre famille, très peu de gens se souviennent. Et voilà que se produit une nouvelle série de meurtres, apparemment en lien avec le sujet de votre bouquin. Intéressant, je trouve. Commode, je dirais même. Une petite seconde. Où étiez-vous dimanche soir? Demanda Phil. Je vous emmerde. C'est vous qui nous avez invités à entrer, dit Didi, sans hausser le ton. Pour parler crime? Je suis journaliste. Je cherche la vérité. Vous devriez essayer un jour. Mais peut-être qu'en réalité, ça ne vous dérange pas tant que ça qu'on trucide des femmes dans leur lit. Comment êtes-vous au courant de ce détail? Allons donc, c'est un secret de polichinelle. Mais ce que vous devriez savoir, sans que j'aie besoin de vous le dire, c'est que Shanna Day a la même intelligence perverse qu'il y a 30 ans. Qu'en savez-vous? Elle ne vous a jamais répondu? Exact. Mais là encore, le secret dans ce métier, c'est de ne jamais lâcher l'affaire. J'ai retrouvé certaines de ses codétenues. Elle est à l'isolement. Elles sont toutes dans le même couloir. Vous croyez qu'elles ne se parlent pas d'un côté à l'autre? Et puis elles se croisent à l'infirmerie ou sur le chemin du parloir.
Ce ne sont pas les occasions de socialiser qui manquent, même quand on est à l'isolement, surtout qu'elles n'ont rien d'autre à faire. « Avec qui avez-vous discuté ?» demanda Didi, intriguée. « N'allez pas vous figurer qu'elle serait prête à vous parler. Vous vous doutez bien qu'elle ne porte pas la police dans leur cœur. Alors qu'un beau gars comme moi, dites-nous simplement ce qu'elles vous ont dit. » Shanna a un ami. « Qui ça ?» Un admirateur, de longue date. Peut-être même quelqu'un qu'elle aurait rencontré à Southsea ou dans une famille d'accueil. Personne ne le sait réellement. Mais quelqu'un qui la soutient depuis des années, qui reste en contact avec elle, qui lui rend même de petits services. Par exemple? Déjà, espionner sa sœur. Le docteur Glenn? Voilà. Shanna est obsédée par Adeline. Son travail, son appartement, sa voiture. Adeline possède tout ce que Shanna aurait voulu avoir. D'où le fait qu'elle soit incapable de lâcher prise. Et comment ces anciennes codétenues le savent-elles? Sgarzi haussa les épaules. Par des remarques de Shanna, des allusions, mais aussi à cause de détails qu'elle connaissait, en particulier au sujet de ses compagnes de prison. Il semblerait que son petit copain enquêtait pour elle, parce que quand quelqu'un se disputait avec Shanna, elle se mettait à proférer des menaces très précises, du genre « Arrête de nous saouler avec cette chanson à la con » ou « La prochaine fois que ton alcoolique de mer conduira ton gamin au centre de loisirs, il leur arrivera des bricoles. » Ce genre de conneries, mais des conneries très détaillées, au point que les autres filles lui obéissaient. Avant, elle leur fichait la trouille, maintenant elle les terrifie. Je ne plaisante pas. Renseignez-vous. Le réseau de Shanna s'étend bien au-delà des murs de la prison. Même si elle a réussi à convaincre sa sœur et tout le personnel qu'elle est dépressive et isolée, croyez-moi, c'est de la comédie. La plus grande arnaque de toute l'histoire du pénitencier. Malheureuse prisonnière le jour, génie du crime la nuit. Didi regardait Sgarzi avec de grands yeux. Elle ne savait plus quoi dire, ni quoi penser. « 153, reprit Phil. « Pardon ? 153. Vous êtes censé être un expert sur Shanadé. Dites-nous ce que signifie ce chiffre. » Aucune idée. Vous avez fait des recherches sur Haridé, le père de Shanna? Bien sûr. Alors qu'est-ce que ça représentait pour lui? Comme un chiffre porte-bonheur, vous voulez dire? Ce serait ça? Je ne vois pas. Je n'ai rien lu de tel. Une adresse? Demanda Didi. Qui aurait compté pour lui ou pour ses victimes? Sgarzi secoua la tête, manifestement aussi déconcerté qu'eux-mêmes. Et pour Shanna, insista Didi. Votre cousin, la famille d'accueil de Shanna, où est-ce qu'ils habitaient? Pas au 153 de la rue, répondit Sgarzi, une soudaine lueur d'intérêt dans le regard. Pourquoi est-ce important? C'est un indice dans l'affaire du tueur à la rose? Un code à déchiffrer? Je peux creuser la question, mais je veux l'exclusivité, donnant-donnant. Vous rêvez? Rétorqua Didi. Il faut payer pour voir. Et jusqu'à présent, vous ne nous avez rien dit que nous ne sachions déjà. Je vous ai appris que Shanna avait un complice. Quel complice? Son ami imaginaire, vous voulez dire? Celui avec qui elle parle, mais que personne n'a jamais vu? Autant nous demander de retrouver Casper, le gentil fantôme. Elle a des yeux et des oreilles à l'extérieur. Nous le savions déjà. Elle espionne sa sœur. Ça aussi, nous le savions. Ah bon? Le docteur Glenn n'est pas aussi stupide qu'elle en a l'air. Tiens, d'ailleurs, elle a l'air sacrément intelligente. Et c'est une psychiatre qui nourrit très peu d'illusions sur son bagage héréditaire. Allez, il nous faut un bon tuyau. Qu'est-ce qui vous fait penser que Shanna est liée au tueur à la rose? D'abord, sa façon d'écorcher ses victimes. Pas seulement parce qu'il est connu que Haridé conservait des trophées, mais aussi parce que je sais ce que Shanna a fait à mon cousin. J'étais ado. Évidemment que je suis entrée en douce dans le bureau de mon oncle pour voir les photos, et là... La voix de Sgarzi se brisa. Malgré ses airs bravaches et les 30 années qui s'étaient écoulées, il devait prendre sur lui pour conserver son sang-froid. Quand j'ai lu la description des 2 derniers meurtres dans la presse, la première image qui m'est venue, c'est celle du bras et du ventre de Donnie. Je savais ce qui avait été fait à ces femmes, parce que je l'avais déjà vu.
sur les photos du cadavre de mon cousin. Dites-moi que je me trompe. Regardez-moi dans les yeux et dites-moi que j'ai tort. Didi et Phil en furent incapables. Pour une fois, ils détournèrent leur regard. Parce qu'au cours de la dernière journée, tous deux avaient vu les œuvres de Shanna 30 ans plus tôt, et que Charlize Garzi avait raison. Le parallèle était flagrant entre le traitement qu'elle avait infligé à sa victime et celui qui avait été infligé aux victimes de son père, et maintenant à celle du tueur à la rose. Ces femmes n'ont pas été tuées par Shanna D, continua Sgarzi, ni évidemment par Harry D. Mais si la signature du père comme de la fille aînée était d'écorcher leur victime, Sgarzi s'interrompit. Didi savait déjà ce qu'il allait dire. Il nous reste la cadette. Chapitre 20. Mon premier problème fut de me débarrasser convenablement du formol. Après l'entrevue avec Shanna, j'avais appelé ma secrétaire pour lui demander d'annuler tous mes rendez-vous de la semaine. Pessimisme, préparation en vue du pire. Mon père adoptif avait raison. Ce n'était pas parce que j'étais insensible à la douleur que ma famille ne pouvait pas me faire souffrir. Ma sœur savait quelque chose. La demande d'entrevue, les questions des enquêteurs, rien ne l'avait surprise. C'était l'impression qui me restait de cette matinée. Les policiers pouvaient se congratuler et même me féliciter d'avoir obtenu que Shanna fournisse spontanément le nombre mystère, 153. Mais je la connaissais mieux que ça. Pour elle, il s'agissait d'un jeu. Et comme elle s'était présentée de son plein gré à la table de poker, j'en déduisais que c'était elle la meneuse, en réalité, et nous qui lui courions après. J'avais dit vrai. Je ne connaissais pas la signification de ce nombre. Mais Shanna la connaissait, et si elle affirmait que nous la laisserions sortir de prison le lendemain matin, qu'elle logerait chez moi, dormirait dans mon lit et porterait mes vêtements, je la croyais. La prédiction était trop précise pour être balayée d'un revers de main. Et cela me terrifiait. Formol. Je possédais toute une collection de flacons remplis de ce conservateur dans lequel macéraient des lambeaux de peau. Tout devait disparaître, immédiatement. Serez-vous surpris d'apprendre que je conservais ma collection sous le plancher de ma penderie? En tant que psychiatre, je peux vous dire que même les personnes les plus intelligentes sont gouvernées par des forces plus puissantes que la logique. Besoin compulsif, obsession, toxicomanie. Je me dirigeais vers mon grand dressing. La commode à gauche, en merisier, semblait encastrée, mais en fait, elle était amovible. Je me glissais derrière et me penchais sur les lames de plancher mises à découvert, reconnaissables à leur éraflure sur les bords. J'avais pratiqué cette cache moi-même, le week-end suivant mon emménagement dans cette tour de grand standing. Mon premier geste de nouvelle propriétaire. Révélateur, non? Dissimulé sous le plancher, un simple carton à chaussures. Tout ce qu'il y a de plus banal. Couvercle noir, côté gris-bleu délavé, marque depuis longtemps effacée. Le genre de vieille boîte esquintée qui aurait pu contenir des photographies aux couleurs fanées ou autres précieux souvenirs de famille. Je l'attrapai à deux mains et ressortis en me contorsionnant. Mon trésor serré sur le cœur. Direction la salle de bain, à la déco moderne. Marbre blanc, meubles chocolat, carrelage gris et bleu. Je posai la boîte sur le plan de toilette couleur crème, à côté du second lavabo, celui qui aurait dû être celui de mon mari, de mon compagnon, de l'amour de ma vie. Le lavabo, qui, depuis que je vivais dans cet appartement, n'avait jamais vu une seule goutte d'eau. Je retirai le couvercle du carton à chaussures et découvris un intérieur capitonné, étendu de soie, qui jurait complètement avec l'extérieur. Des flacons. Une quantité de minces fioles en verre, toutes à peu près de la taille d'un tube à essai, toutes munies d'un bouchon en caoutchouc. Pas de bocaux à conserve pour cette fille de Harry D. Cette branche de l'arbre généalogique était montée dans l'échelle sociale.
Je m'avisai que je ne connaissais pas le nombre de ces flacons. Encore maintenant, j'avais tendance à les considérer comme un tout. La collection. Je n'en comptais pas les pièces, amassées par à-coups au fil d'une petite dizaine d'années. Toute psychiatre que j'étais, je refusais de regarder les choses en face. Je fermais les yeux, comme si j'étais l'une de mes patientes. Combien, selon moi, y avait-il de flacons? La question revenait à demander à une alcoolique combien de verres elle pensait avoir bu la veille. Je pariais sur 12. Un nombre déjà effarant. J'estimais avoir arrondi à la hausse, puisque la réponse que j'avais sur le bout de la langue, c'était 8. Là encore, comme l'alcoolique qui sait au fond d'elle-même qu'elle a un problème, j'aurais eu envie de dire que j'avais pris 3 verres, mais c'était sans doute plutôt 5. Fausse sincérité. Si je ne suis pas dans le déni, alors je n'ai vraiment pas de problème. J'ouvris les yeux, comptai les flacons. 21. Je vacillais, au point qu'il fallut que je me raccroche au bord lisse de mon plan de toilette. 21. Non. Comment? Jamais de la vie. Impossible. Je recomptai, plusieurs fois, et une étrange sensation me parcourut. Comme si mon âme, comprenant l'affreuse, l'abominable vérité, désertait littéralement mon corps. Descendait de ma tête à mes pieds, s'infiltrait dans le sol de la salle de bain et disparaissait dans le siphon de la douche. Transformé en esprit malfaisant qui regagnait les bas-fonds dont il était sorti. Je ne pouvais pas. Je pris un flacon au hasard. Informaticien, disait l'étiquette. Je revis soudain un cliché pris par la police dans le placard de mon père. Chemisier à fleurs, disait à l'époque l'étiquette sur le bocal. Un seul détail choisi au hasard, tout ce qui restait pour relier le contenu du récipient à la jeune femme qui avait autrefois vécu dans cette peau. Mon corps fut saisi de tremblements. J'aurais voulu m'asseoir, mais je résistais à cet instinct. Mieux valait rester debout, m'obliger à affronter mon sentiment de culpabilité. Mais sans douleur, murmurai-je. La lidocaïne, ils n'ont rien su. Parce qu'au déni succède le besoin de se justifier. Je ne suis pas vraiment un monstre, comme mon père. Lui massacrait des jeunes femmes, qu'il gardait en captivité et torturait pendant des jours. Alors que moi, je ne subtilisais qu'un tout petit bout de peau à mes partenaires plongés dans le sommeil. Jamais ils ne frémissaient, ne se retournaient, ni ne ressentaient une perte quelconque. Juste un innocent souvenir de la seule et unique nuit que nous aurions passée ensemble. Soit dit en passant, certains auraient peut-être même accepté une telle transaction de leur plein gré. Je te donne une nuit torride, passionnée, sans engagement, sans obligation. La seule condition, c'est que tu me cèdes un mince vermicelle de peau qui se reconstituera en l'espace de quelques jours. Je levai le flacon étiqueté, informaticien, et j'observai mon reflet dans le miroir. Regardez-moi cette jolie femme qui a manifestement réussi dans la vie. Je me demande bien ce qu'elle tient à la main. Et je revis le sang de l'enquêteur sur mon doigt. Cette sensation, cette odeur, le puissant désir de goûter. Mes genoux cédèrent. Je m'effondrai sur le carrelage froid. Atteinte d'une maladie génétique rare, j'étais bien placée pour savoir que l'éducation n'aurait jamais réponse à tout. Nous sommes tous aussi le produit de la nature. Et voilà quelle était ma nature. Ce flacon, que je serrais amoureusement sur ma poitrine. Un flacon qui contenait du formol et de la peau humaine. Il ne fallait pas que ma sœur apprenne ça. Personne, strictement personne, ne devait savoir. J'avais échoué, je m'étais montrée faible. J'avais succombé à une obsession héréditaire. Mais je pouvais sortir victorieuse de cette épreuve. Bien sûr. Pourquoi pas? Seulement, il fallait commencer par survivre à cette semaine étrange, épouvantable, où le spectre de mon père errait de nouveau dans les rues de Boston, où des jeunes femmes mouraient, et où ma sœur aliénée savait des choses qu'elle n'aurait jamais dû savoir. Première étape, détruire les preuves. Le carton, les flacons, le formol, les lambeaux de peau, tout devait disparaître. Mais comment?
Le formaldéhyde est en réalité un gaz incolore, le plus souvent employé en solution aqueuse pour conserver des spécimens. Outre qu'il est toxique, à forte concentration, il peut avoir des effets nocifs sur les voies respiratoires, irriter la peau et provoquer différents types de cancers. Inutile de vous dire que jeter du formol dans les règles suppose de le signaler comme déchet toxique et de respecter certaines procédures. Mais je ne pouvais pas prendre le risque qu'il soit consigné quelque part que j'avais déposé des déchets toxiques. Le plus simple aurait été de verser la solution transparente dans le lavabo ou dans les toilettes, en faisant confiance au réseau de distribution des eaux de la ville pour diluer cette quantité relativement minime. Malheureusement, je n'étais pas certaine que cela me mette à l'abri de la police scientifique. D'une part, une odeur âcre risquait de persister. Cette odeur si particulière que personne ne l'aurait confondue avec celle d'un détergent pour cuvette de WC. Et par la suite, si jamais les manigances de ma sœur provoquaient une fouille de mon appartement, la police serait-elle capable de détecter la présence, ne serait-ce que de traces de formol restées sur le bord de mon lavabo ou piégées dans mes canalisations? Franchement, je n'en savais rien. On n'aborde jamais ce genre de questions à la fac de médecine. Il allait falloir que je sorte le formol de mon appartement, que je l'emporte ailleurs pour m'en débarrasser. Même chose pour les lambeaux de peau, les flacons, le carton. Un centre commercial. Un vaste lieu public où je pourrais entrer dans de nombreux magasins et dans des toilettes sans éveiller les soupçons. Je pourrais jeter un objet par-ci, un autre par-là, et terminer par un saut à l'épicerie. Juste une femme qui fait ses courses. Ça pouvait marcher. Tant que je restais calme, que je ne me faisais pas remarquer et que je gardais en tête qu'il y avait des caméras partout. Si j'avais appris une chose avec ma sœur au fil des ans, c'était que les meilleures supercheries se cachent sous des couches de vérité. Bien sûr que j'étais allée dans ce centre commercial où il y avait une boutique Anne Taylor. Bien sûr que j'étais passée prendre du lait et du pain. Pourquoi pas? Comme un plan commençait à se former dans mon esprit, je pris une inspiration pour me calmer et me mis au travail. Gants en latex, transvaser tout le formol dans un récipient en verre. Un bocal, par exemple? Mais ça ferait bizarre. Quiconque verrait une femme entrer dans des toilettes publiques avec un bocal plein d'un mystérieux liquide, surtout à Boston, après le double attentat du marathon? Mauvaise idée. Un thermos en inox. J'en avais 4 ou 5 dans le placard de ma cuisine. Je pris celui que j'aimais le moins, d'un bleu métallisé passe-partout, avec un bouchon noir, et le posai à ma droite, sur le plan de toilette. Deuxième accessoire, un sachet de congélation d'1 litre, ouvert à ma gauche. Lambeau de peau déposé dans le sachet, quelques centilitres de formol versés dans le thermos. Une besogne vite expédiée, franchement. Une décennie de collection démantelée en moins d'1 quart d'heure. Je refermai le zip du sachet de conservation, puis le thermos, qui tous deux tiendraient facilement dans mon sac cabas. Sauf que je me retrouvais maintenant devant un nouveau problème. 21 flacons vides. J'aurais pu les laver, les passer au lave-vaisselle et les emporter au cabinet. Des flacons en verre dans le cabinet d'une psychiatre, rien de trop étrange. Mais ne resterait-il aucune trace de formol sur les bouchons en caoutchouc, sans parler de mes empreintes digitales? Sac congélation, de 4 litres cette fois. 2 plutôt. Après avoir retiré les bouchons, je mis les flacons dans les sacs que j'avais enfilés l'un dans l'autre. Puis, avec l'attendrisseur à viande en métal, je m'appliquai à pulvériser le contenu des sachets pour réduire les tubes en éclats suffisamment petits pour passer dans des toilettes. Une étape de plus dans mon expédition achat quotidien, plus suppression de preuves. Le sac de 4 litres prit aussi le chemin de mon cabas, de même qu'un sachet de bouchons en caoutchouc, à bazarder dans une quelconque benne à ordures. Pour la boîte, ce fut un jeu d'enfant. Ce n'était après tout qu'un carton à chaussures. Je retirai la doublure en soie, que je pliai et rangeai dans ma penderie. Le coussin en mousse, poubelle. Le carton, écrasé pour être déposé dans le local recyclable de mon immeuble. Si on remontait la piste d'un de ces 3 objets jusqu'à moi, quelle importance!
Oui, monsieur le policier, je reconnais cette boîte. Elle se trouvait dans mon placard, mais j'ai récemment fait du rangement par le vide. Question suivante. Ma tâche enfin accomplie, je retirai les gants en latex pour les mettre dans mon sac. Eux aussi, je les jetterai, mais à un autre endroit. Je sèmerai mes petits cailloux compromettants dans tout Boston. Et je me lavai les mains, encore et encore et encore. Je regardais mes doigts trembler, en me disant que tout allait bien, que j'avais pris la bonne décision, que je n'étais pas obligée d'être cette personne-là, que je refusais d'être cette personne-là. N'importe qui peut changer. Même les pulsions les plus viscérales peuvent se surmonter, avec du temps et de la volonté. Puis, j'allai dans ma chambre, m'assis au bord du lit, et fondis en larmes. Parce que ma collection n'existait plus, et que je ne savais pas ce qui désormais pourrait me combler autant qu'elle, m'aider à passer les mauvaises nuits. J'étais seule. Un bébé, sanglé sur un siège auto, et enfermé dans un placard noir comme un four, le monde entier réduit à un angoissant filet de lumière. Rien à voir, mais beaucoup à entendre. Ne pas comprendre grand-chose, mais tout absorber, comme des petits croque-mitaines prisonniers dans un coin de ma tête. « Je t'en prie, Harry, pas le bébé !» D'un seul coup, je me relevai précipitamment, courus vers mon bureau, fis tomber un livre, ouvrit violemment un tiroir, cherchai. Là, le classeur que mon père adoptif avait constitué. Je feuilletai rapidement les pages, les photos, parcourus à la hâte les notes des enquêteurs sur Harry D, jusqu'à trouver un compte-rendu du légiste. 153. Exactement comme ma sœur l'avait prédit, comme elle s'en était souvenue, comme elle l'avait su. La collection de notre père. 153 bandelettes de peau conservées dans une grosse trentaine de bocaux. Je décrochai mon téléphone et appelai Didi Warren. Chapitre 21. Vous pensez que Shanna D, incarcérée depuis près de 30 ans, a un lien avec celui qu'on surnomme le tueur à la rose? Qu'en fait, ce serait peut-être même elle qui tire les ficelles. Voilà. Alors qu'elle est à l'isolement, qu'elle n'a pas de groupie, qu'elle n'entretient pas de correspondance, qu'il n'y a pas une seule codétenue qui dise l'apprécier. Exactement. Je vois. Alex prit un siège face à Didi, assise à la table de cuisine, avec une poche de glace sur l'épaule. Je ne suis peut-être qu'un humble analyste de scènes de crime, mais je n'y comprends que pouic. Didi venait de rentrer chez elle après l'interrogatoire de Shanna, puis la petite conversation que Phil et elle avaient eue avec Charlize Garzi. Un simple coup d'œil à la maison lui avait appris qu'Alex non plus n'avait pas chômé pendant son absence. La porte d'entrée arborait des serrures flambant neuves, les fenêtres avaient été renforcées, et une cheville en bois bloquait les baies coulissantes à l'arrière. Il avait également pris l'initiative de mettre leur système de surveillance au goût du jour, grâce à plusieurs caméras équipées de détecteurs de mouvement qu'ils pouvaient commander avec leur smartphone. Didi se faisait un peu l'effet d'une candidate de jeu télé-réalité, mais comme il devait ramener Jack à la maison dans quelques heures... D'accord, avait-elle dit pour tout commentaire. Alex avait hoché la tête avec satisfaction. Voilà donc à quoi ressemblerait désormais leur quotidien. Vivre sous l'œil des caméras, comme des prisonniers jusqu'au moment où ils coinceraient le meurtrier qui s'était introduit chez eux pour déposer en personne des vœux de prompt rétablissement. « Évidemment que tu ne comprends pas, » dit Didi. « Tu ne jures que par les preuves. Or pour l'instant, on en manque un peu. Des preuves tangibles, tu vois. » Il me semble. Je t'explique. La preuve irréfutable, ce serait un message de Shanna D à notre individu, le fameux tueur à la rose.
Mais d'après la directrice de prison, communiquer librement et sans entrave avec le monde extérieur ne passe pas nécessairement par une correspondance écrite. Le plus probable est que Shanna ait mis au point un code basé sur ses emprunts à la bibliothèque, les chaussettes qu'elle suspend à sa fenêtre, ou le nombre de bouchées qu'elle laisse dans son assiette. Va savoir. Mais c'est monnaie courante en prison. Vu son intelligence, il n'y a aucune raison de penser que Shanna soit incapable de tels stratagèmes. Objection retenue, lui accorda Alex. Mais avec qui communiquer? Ce journaliste prétend qu'elle aurait un acolyte qu'elle connaissait avant d'être en prison, tu dis? Ça supposerait une amitié de 30 ans comme on en a rarement vu. Didi ne savait pas. Au dire de tous, Shanna n'a pas noué de relation depuis qu'elle est derrière les barreaux. Il serait donc logique que son seul allié date de l'époque où elle était en liberté. Alex lui lança un regard clairement sceptique. Et cette personne espionnerait pour elle. On nous a plusieurs fois signalé que Shanna savait des choses qu'elle n'aurait pas dû savoir. Shanna y gagnerait donc des informations et du pouvoir. Et son ami imaginaire, qu'est-ce qu'il en retirerait? Didi réfléchit. Une franche partie de rigolade? Un frisson d'excitation? Qu'est-ce que j'en sais? Je suis une personne équilibrée. On ne peut pas en dire autant de ceux qui se prennent d'affection pour des assassins en tôle. Alex leva les yeux au ciel. « Comment va Melvin ?» demanda-t-il en montrant l'épaule de Didi. « Oh, tu sais, un peu grincheux, comme d'hab. Il se pourrait que je l'ai légèrement trop bousculé aujourd'hui. » Alex lui jeta un coup d'œil. Cela dit, il se trouve que jouer à la reine de l'intox avec une des plus célèbres meurtrières du Massachusetts est très distrayant. Au moins ça m'aide à faire abstraction de la douleur. Étonnant, non? Son mari poussa un profond soupir. À tous les coups, il regrettait de ne pas avoir épousé une spécialiste des cupcakes, ou pourquoi pas une bibliothécaire gentille comme tout qui organiserait des animations épatantes pour les enfants. Mais cela ne l'empêcha pas de répondre avec entrain. « D'accord, comme tu voudras. Du moment que Melvin n'est pas trop grincheux et que toi, tu n'es pas trop fatigué. Mais je vois une autre faille dans ta théorie. » « Oui? Pourquoi maintenant? » « Comment ça? »« Pourquoi maintenant? » répéta Alex. « À supposer que Shanna et son mystérieux complice soient en relation depuis tout ce temps. Pourquoi le premier meurtre ne s'est-il produit qu'il y a quelques semaines? Tous les assassins n'ont-ils pas, comment dit-on déjà, un événement déclenchant? Bref, qu'est-ce qui, au bout de 3 décennies, aurait fait basculer leur relation dans cette toute nouvelle dimension? Le 30e anniversaire du meurtre de Donnie Johnson, proposa Didi. Ah bon, et pourquoi pas le 10e? Ou le 20e, le 25e? En quoi le nombre 30 serait-il magique? Comment je le saurais? J'ajouterais, pourquoi toi? Qu'est-ce que je viens faire là-dedans? C'est bien ce que je te demande. Après s'être formé pendant 30 ans auprès de son maître, le tueur à la rose, petit protégé de Shanadé, passe enfin au niveau supérieur. Il fait sa première victime et s'en prend à toi, le commandant Warren. Il te pousse dans les escaliers et dépose des petits mots doux chez toi. C'est délibéré, ne me dis pas le contraire. Je n'ai jamais dit « alors pourquoi toi ?» insista-t-il. Tu n'étais même pas dans la police il y a 30 ans. Tu n'as aucun lien avec Donnie Johnson ni avec Shanadé. Pourquoi t'attirer dans ce guêpier? Toi ou une autre enquêtrice? Didi fit la tête. Si tu as l'intention de continuer à me cuisiner, il va me falloir du chinois à emporter. Ça marche. Bon, alors, pour commencer, je ne prétends pas que nous soyons arrivés au bout de notre enquête. Nous savons que notre théorie comporte encore plus de zones d'ombre que de certitudes. Raison pour laquelle Phil est en train de contacter les contrôleurs judiciaires de toutes les détenues en liberté conditionnelle qui ont un jour partagé une cellule avec Shanadé. Qui sait, peut-être que l'une d'entre elles a été libérée il y a 3 mois et qu'après avoir passé de chouettes moments à papoter avec Shanna, elle a décidé de faire à son tour régner la terreur en collectionnant des lambeaux de peau. D'ailleurs, il se pourrait que j'ai moi-même un lien avec cette détenue. Pourquoi pas?
En tout cas, ça va déjà nous faire un paquet de gens à interroger. Alex se figea et une idée illumina son regard. On en revient à la possibilité que le tueur à la rose soit une femme. Hypothèse rendue d'autant plus crédible par le nombre de criminels qui sont entrés en contact avec Shanadé au fil des ans. Si Shanna détient la clé de l'énigme et qu'elle a en quelque sorte pris une collègue sous son aile, le plus probable est que nous cherchons une ex-taularde qui se promène en liberté. Si on ajoute l'absence d'agression sexuelle, le choix de l'asphyxie par compression comme mode opératoire, ça plaide toujours pour Pat plutôt que pour Bob. Quant à savoir pourquoi le tueur s'en prend à moi, peut-être que notre hypothèse de départ était la bonne. J'étais sur la première scène de crime. J'ai surpris l'assassin et même après avoir été poussé dans les escaliers, je n'ai pas lâché l'affaire. Autant notre assassin est un virtuose du crime, autant je suis de toute évidence une virtuose de l'enquête criminelle. Nous sommes faits l'un pour l'autre. Alex lui lança un regard qui en disait long. Elle n'en tint pas compte. Pour finir, tu as raison au sujet du passage à l'acte. Il doit y avoir une raison si ces meurtres se produisent maintenant. Franchement, la libération conditionnelle d'une détenue qui aurait connu Shanadé ne serait pas plus mauvaise qu'une autre. Chronologie, dit Alex. Je veux l'enchaînement des faits. Je veux un mobile. Je veux des preuves. Et je veux que ma femme soit en sécurité. Pas nécessairement dans cet ordre. Super. Et moi je veux du poulet général Tao. Sinon pour moi, au moins pour Melvin. Quel connard ce Melvin. Didi sourit, murmura « Je t'aime ». Il ne lui répondit pas. C'était inutile. Il déposa un baiser sur ses lèvres. Puis il attrapa ses clés au vol et partit chercher le repas chinois. Le téléphone sonna 5 minutes plus tard, et Didi eut la surprise de constater que c'était Adeline. « Justement, j'ai une question pour vous », dit aussitôt Didi. « Au sujet de votre épaule ?»« Non, de votre sœur. » Silence au bout de la ligne. Puis Adeline reprit la parole, sur un ton plus circonspect. « Oui ?» Nous sommes partis de l'hypothèse que votre sœur avait une sorte de complice en dehors de la prison, et que ce complice avait entrepris de faire des victimes avec des méthodes rappelant celles de votre père, Haridé. C'est une théorie. Mais pourquoi maintenant? Votre sœur est en prison depuis 30 ans, et les meurtres n'ont débuté qu'il y a quelques semaines. Que s'est-il passé dans l'intervalle? Shanna a fait une rencontre, suggéra Adeline sans y croire. Ou alors, le tueur à la rose, ses instincts homicides couvaient depuis un bon moment. Pour finir, il a contacté Shanna et sa réponse a mis le feu aux poudres. Mais comment le tueur à la rose et Shanna se sont-ils trouvés pour ne serait-ce qu'entrer en communication? Vous êtes sa seule visiteuse, non? Et la seule nouvelle personne à lui écrire récemment a été Charlize Garzi. Or, elle ne lui a jamais répondu. C'est pour ça qu'il s'est tourné vers vous. C'est vrai. Didi attendit une fraction de seconde. Elle était curieuse de voir si Adeline reviendrait sur le fait qu'elle était la seule visiteuse de Shanna, elle qui partageait la même hérédité chargée. Une psychiatre, qui avait donc suivi des études de médecine. Comme Adeline ne disait rien, Didi enchaîna toujours avec autorité. Elle était là pour recueillir des informations, pas pour faire part de ses soupçons. Dans le cours de la conversation, McKinnon a évoqué un changement d'humeur chez Shanna, qui remonterait à quelques mois. Sa morosité s'était accentuée. Vous sauriez pourquoi? Non, mais Shanna n'est pas vraiment du genre à s'épancher sur ce qu'elle ressent. Médicalement parlant, ma sœur souffre de dépression, chronique. Il y a simplement des hauts et des bas. Mais dans ce contexte, est-ce qu'un événement a pu provoquer une dégradation de son état? C'est possible. Et vous ne savez pas quoi? Non. Ses horizons sont très limités. Cela dit, reprit Adeline, le 30e anniversaire du meurtre de Donnie Johnson approche, et si on combine ça à la demande d'interview de Charlize Garzi, ça a certainement pu déclencher une réaction émotionnelle chez elle. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, ses sentiments à l'égard de Donnie sont très complexes. Elle refuse de parler de lui aujourd'hui.
ce qui est un signe quasi infaillible que ce qui s'est passé à l'époque la dérange encore. Si elle n'éprouvait réellement aucun remords, elle en parlerait volontiers et souvent. Or, ce n'est pas le cas. Je vois. Ça moulinait encore dans la tête de Didi. Alex avait soulevé une bonne question. Reconstituer l'enchaînement des événements était important. Tous les tueurs vivent un événement qui déclenche le passage à l'acte. Que s'était-il donc passé, 2 ou 3 mois plus tôt, qui avait brusquement donné naissance au tueur à la rose? Que savez-vous des soi-disant meurtres en réunion? Demanda Didi, sachant qu'elle s'adressait à une psychiatre. Les relations de ce type sont rares. On a connu une poignée de conjoints et autres duos amoureux unis dans le crime, des cousins qui tuaient en tandem. Quoi qu'il en soit, il y a toujours un dominant et un dominé. Vous pensez que Shanna et le tueur à la rose sont complices? S'insurgea Adeline. Qu'elle donne les ordres et qu'il l'exécute? Ou peut-être qu'elle exécute, dit Didi pour voir la réaction d'Adeline. Celle-ci parut simplement déconcertée. Qui ça? Ma sœur? Mais elle est en prison. Non, le tueur à la rose, si c'était une femme. C'est extraordinairement rare, répondit aussitôt Adeline. La plupart des tueurs en série sont des hommes, parce qu'ils ont beaucoup plus tendance à extérioriser leur colère. Et la majorité des rares meurtrières en série rentrent dans la catégorie des veuves noires. Elles ne sont pas motivées par le sexe ou la violence, mais par l'appât du gain. Si bien qu'elles emploient de préférence le poison ou des tueurs à gages. Alors que ce tueur à la rose qui agresse personnellement ses victimes avant de les écorcher... Il ressemblerait davantage à votre sœur. Silence. Puis, pour tout dire, il n'y a pas eu agression sexuelle, indiqua Didi. Un coup de poker. Ce détail n'avait pas été révélé par la presse. Didi était désormais en train de communiquer des informations confidentielles à une personne qui ne faisait pas partie de l'équipe d'enquêteurs. Mais pour prêcher, il faut bien appâter. « Je vois », dit Adeline d'une voix adoucie, plus songeuse. « Donc, le tueur à la rose pourrait être une ancienne détenue. C'est comme ça qu'elle aurait fait la connaissance de Shanna. Elle se serait trouvée en prison. En tout cas, ça expliquerait que Shanna ait pu faire une rencontre sans avoir de nouveaux visiteurs, ni de nouveaux correspondants. Et pourtant... » Didi attendit. Adeline poussa un profond soupir. « J'ai du mal à l'imaginer. » finit-elle par dire. Pas seulement parce que ma sœur est foncièrement asociale, mais parce que si une telle chose était arrivée, si Shanna avait une amie, voire une amante, la directrice serait au courant. Ne soyez pas dupe de sa modestie de ce matin. McKinnon est une grande directrice de prison. Rien ne se passe entre ses murs sans qu'elle le sache. Donc, si une telle relation avait existé, elle nous en aurait parlé. À moins qu'elle n'ait pas voulu que la nouvelle se répande, fit remarquer Didi. Elle n'avait pas pu se retenir. Les mots étaient sortis tout seuls. Que voulez-vous dire? Et s'il ne s'agissait pas d'une détenue? S'il s'agissait d'un surveillant, homme ou femme, peu importe. Ça l'afficherait mal, surtout pour McKinnon. Elle est manifestement très fière que Shanna n'ait tué aucun gardien depuis qu'elle est aux commandes. Si ça venait à se savoir que c'est parce que la plus célèbre meurtrière du Massachusetts préfère maintenant coucher avec eux... Adeline soupira. Je ne sais pas. Avec ma sœur, je crois que la réponse honnête est « tout est possible ». Admettons qu'il y ait une relation. Homme, femme, surveillant, détenu, peu importe. Avec quelqu'un qui aurait le profil psychologique de Shanna, comment ça se passerait? Shanna serait la dominante, dit Adeline sans hésitation. Elle n'a aucune empathie, aucune capacité à s'attacher. Donc dans une relation, il faudrait que le partenaire fasse tout le boulot pour la satisfaire en permanence. Si elle n'était pas continuellement incitée à maintenir la relation, Shanna y mettrait tout simplement fin. Ça vaut aussi pour la relation qu'elle a avec vous, demanda Didi avec curiosité. À vrai dire, c'est elle qui a pris l'initiative de me contacter. Elle m'a écrit. Quand ça? Il y a bien longtemps. Comme quoi il lui arrive d'entretenir des relations. Il n'existe que ce seul et unique exemple en 3 décennies. Mais vous comptez pour elle, Adeline. Ça saute aux yeux. Si vous arrêtiez d'un seul coup d'aller la voir, que vous rompiez tout contact, pensez-vous qu'elle accepterait votre absence sans broncher?
Qu'elle resterait paisiblement assise dans sa cellule? Cette fois-ci, le silence se prolongea à l'autre bout de la ligne. Non, répondit finalement Adeline. Elle réagirait. Elle en ferait des tonnes. Certainement jusqu'à ce que je revienne. C'est une manipulatrice. Elle peut rompre, mais pas l'inverse. Exactement. Question de rapport de force. En tant qu'aînée, elle se considère comme la dominante. Elle ne me permettrait pas de m'éloigner d'elle sans sa permission. Elle prendrait ça comme une gifle. J'imagine que vous n'avez pas menacé de ne plus lui rendre visite il y a 3 mois. Non, je ne menace pas ma sœur. Ça m'abaisserait à son niveau. Nous avons nos chamailleries. Mais je m'efforce de faire en sorte que nous en restions à un degré d'affrontement classique entre sœurs, plutôt que de nous détruire dans des guerres inutiles. Didi hocha la tête. Donc, Shanna a besoin d'être la dominante. Ce qui signifie que si elle a une relation avec quelqu'un de l'extérieur, c'est elle qui mène la danse. Mais comment? Elle est à l'isolement. Comment tient-elle l'autre sous sa coupe? Comment s'assure-t-elle qu'il obéisse à ses ordres, etc. Nouveau silence. Il faudrait qu'elle détienne quelque chose que l'autre veut, qui lui donnerait l'ascendant sur lui ou sur elle. La menace de révéler leur relation, ou des menaces tout court. Ma sœur peut vraiment foutre la trouille. Il est possible que cette personne soit sous son emprise. Elle fait ce qu'elle a promis de faire parce que Shanna l'effraie et en même temps la fascine. Votre sœur serait le nouveau Charles Manson, traduisit Didi. Le ciel nous en garde, soupira Adeline. Mais non, Shanna n'est pas charismatique, loin s'en faut. Mais l'amour étant ce qu'il est, on ne peut pas exclure qu'une personne tombe en extase devant elle. Or, il suffirait d'un seul individu. Didi hocha la tête, le temps d'assimiler ses idées. J'ai du nouveau, reprit Adeline. Au sujet du nombre 153, j'ai compulsé le dossier de police sur Haridé. D'après le rapport du légiste, si on s'en tient à sa collection de bocaux, il avait récolté 153 lanières de chair humaine. Didi ouvrit de grands yeux. Ce serait le fameux lien? À l'époque, Haridé a collectionné 153 morceaux de peau et c'est le nouveau nombre préféré de votre sœur? À votre avis, comment l'a-t-elle su? Elle a fait des recherches, à moins qu'elle ne l'ait appris d'un journaliste qui s'était renseigné sur votre père. J'ai vérifié. En fait, il n'y a pas eu beaucoup de presse sur Harry. Et aucun des articles que j'ai trouvés ne décrivait les crimes avec un tel degré de précision. J'ai même googlé son nom en l'associant au nombre 153, aucun résultat. Est-ce que votre sœur aurait mis la main sur le rapport de police? Elle pourrait en avoir une copie. J'en doute, mais on pourrait interroger la bibliothécaire de la prison, voir les sujets sur lesquels Shanna avait l'habitude de se documenter. Didi fit la moue, plus déroutée que jamais. En résumé, reprit-elle lentement, Shanna nous a donné un nombre qui la relie à son père. Mais ça s'arrête là, non? Elle sait combien de lambeaux de peau il détenait, et maintenant nous aussi. Ça ne veut pas forcément dire qu'il y a lieu de s'inquiéter. Silence. Long silence. Assez pour que Didi soit brusquement envahie par un mauvais pressentiment et que Melvin se manifeste. « Ce tueur à la rose », commença Adeline, et Didi aurait préféré qu'elle s'arrête là. « Il a détaché des lambeaux de peau de ses victimes. Je suppose que votre légiste ne sait pas combien. » Didi ferma les yeux, ne répondit pas. « Ce n'est qu'une hypothèse, évidemment, mais si jamais le nombre correspondait... » Votre sœur nous aurait fourni un lien tangible entre elle et le tueur, qui prouverait une fois pour toutes qu'elle est impliquée dans ces atrocités. J'imagine que vous allez tout de suite appeler le légiste. Je ne vous le fais pas dire. Commandant, Shanna ne fait rien sans arrière-pensée. La question n'est pas de savoir ce que son complice retire de cette relation, mais ce que Shanna elle-même en retire. Où est le bénéfice pour elle? Et je peux vous assurer que répondre à cette question ne sera pas simple. Ce serait plus facile pour nous tous si ma sœur n'était qu'une folle dangereuse. Mais non. Elle est intelligente, stratège et compliquée. Elle a perdu 30 ans de sa vie entre 4 murs. Si,
comme elle y a fait allusion ce matin, tout cela n'est qu'une ruse pour sortir, négocier une courte permission en échange de sa coopération, oui, elle n'y retournera pas. Je sais au moins ça sur ma sœur. Dans son esprit, elle n'a commis qu'une seule erreur dans sa vie, alors qu'elle n'était qu'une gamine. Tuer un autre gamin, vous voulez dire? Non. S'être fait prendre. En prison, sa vie est finie. Alors que dehors. Je ne sais pas ce qui se trame, je ne sais pas ce qu'elle cherche, mais nous ne pouvons pas le lui donner. Elle gagnera, et nous perdrons. C'est votre opinion de psychiatre ou de petite sœur? Vous avez des frères et sœurs, commandant? Non, je suis fille unique. Moi aussi. Je l'ai été pendant la majeure partie de mon enfance. Alors je me cantonne au rôle de psychiatre. Vous allez appeler le légiste? Sans faute. Et en attendant, évitons de tirer des conclusions hâtives. Pas question de laisser cette histoire nous mettre la tête à l'envers. Didi visualisa le sourire las d'Adeline à l'autre bout du fil. Vous me direz si vous y arrivez. En ce qui me concerne, je vais aller faire les magasins. Rien de tel qu'un peu de shopping pour se remonter le moral. Le docteur raccrocha. Didi appela le cabinet du légiste. Elle dut attendre 10 minutes que Ben la prenne en ligne. Il venait justement de finir de mettre en ordre et d'examiner les lanières de peau de la première victime. Il en avait compté 153. En fait, je pense que 160 ont été retirés, continua-t-il avec entrain, et que 7 ont été emportés en guise de souvenir. Je n'ai aucune preuve, bien entendu. Mais 160, ça ferait un joli compte-rond et c'est clair qu'il manque encore du tissu cutané. Didi le remercia de ces informations et raccrocha, la tête basse. Aucune importance, se dit-elle. Que le tueur à la rose ait retiré 160, 155 ou 161 lambeaux au total. L'important, c'était le nombre exact laissé pour inventaire par les enquêteurs. 153. Un hommage numérique à Haridé, conformément à la prédiction de Shanna. Pas question que je laisse cette histoire me mettre la tête à l'envers, marmonna-t-elle. Puis, et merde! Chapitre 22. Que ressent-on quand, se réveillant au beau milieu de la nuit, on découvre un tueur dans sa chambre? Pendant la fraction de seconde où on cligne des yeux comme une chouette parce que c'est impossible, cette silhouette d'homme au pied du lit. Tout simplement, impossible. Est-ce qu'on hurle? Ou est-ce que la terreur vous écrase la poitrine, vous serre la gorge aussi efficacement que les mains de l'individu ne tarderont pas à le faire? Le déni, cette incapacité naturelle à accepter. Ça ne peut pas être en train d'arriver. Pas à moi, pas ici. Je ne suis pas ce genre de femme. Je ne vis pas ce genre de vie. Je n'étais pas destinée à ce genre de mort. Alors, un reflet sur une lame parfaitement affûtée qui se déplace dans le noir. Mes pensées partaient dans tous les sens, sautaient d'une idée à l'autre, tandis que je marchais dans la cohue de ce centre commercial aux lumières trop vives, où j'évitais sagement de regarder qui que ce soit dans les yeux. Cramponnée à mon sac cabas, j'avais une mission à remplir. Passage à la boutique Anne Taylor. J'essayais consciencieusement un corsage crème, un pantalon fauve en laine. Jetai un coup d'œil au badge de la jeune vendeuse, gaie comme un pinson. Puis, remarquai sa main pâle, la gauche, sans bague ni alliance, et me demandai si elle vivait seule, en célibataire, sûre d'elle-même, qui avait pris un appartement. Elle avait des cheveux châtains comme les miens, le sourire facile. Était-elle le genre du tueur à la rose? Je n'avais pas pensé à me renseigner sur la couleur de cheveux, la physionomie de ses victimes. Ted Bundy préférait les blondes, et celui qui était peut-être le complice de ma sœur. Quittant précipitamment la boutique, je me rendis dans les toilettes pour dames, qui par bonheur étaient désertes. Cabine du bout, thermos bleu métallisé dégainé,
formol incolore versé dans les toilettes, chasse d'eau tirée. Puis, retour au lavabo, où je rinçais le thermos avec plus d'énergie que de coutume. Une mère de famille entra, jonglant entre 3 grands sacs de courses et 2 jeunes enfants. Elle m'adressa un sourire là, avant d'entrer dans la cabine pour handicapés avec ses 2 bouts de chou. Par simple précaution, je fis mine de remplir mon thermos. Puis, je le rangeai dans mon sac, calé contre le sachet de verre pilé, ou celui de peau humaine peut-être. Je quittai le centre commercial et me rendis au Target, où j'avais des achats à faire. 18 heures. Le soleil avait disparu. Le froid était mordant. La tête rentrée dans les épaules, je marchais au coude à coude avec la foule des banlieusards qui faisaient leur dernière course en sortant du bureau, avant de rentrer chez eux au pas de charge. Nettement plus d'affluence dans les toilettes pour dames du Target. Il fallut que je fasse la queue, avec une anxiété grandissante. Enfin, une cabine se libéra. Debout devant la cuvette, je fourrageai dans mon sac avant de me rendre compte que les autres clientes allaient remarquer mes pieds tournés dans le mauvais sens. Dans cette position, il était impossible que je sois assise. Je me retournai aussitôt, posai le sachet sur mes genoux. J'attendis qu'une chasse d'eau soit tirée pour que le bruit couvre celui du zip. Enfin, je me relevai pour verser la moitié du contenu du sachet dans les cabinets. Les brins de chair tuméfiée s'étaient transformés en une masse gélatineuse qui flotta à la surface, comme un poisson rouge mort avant de sombrer au fond de la cuvette. Je crus que j'allais vomir. Une sensation bizarre, qui m'était tout à fait étrangère. Je me fis la réflexion que collectionner de la peau m'aidait peut-être à mieux dormir la nuit, mais que détruire les preuves me rendait malade. Nouveau signe d'une mutation génétique? Mon père adoptif avait tout faux. Il guettait chez moi des signes de douleur, alors qu'il aurait dû chercher des signes de violence. Je tirai la chasse d'eau. La cuvette se vida, se remplit. Et 3 filaments de chair remontèrent à la surface. Un cri faillit m'échapper. Je me retins, me mordis la lèvre. Les mains tremblantes, le souffle court, je tirai de nouveau la chasse. Calme et maîtrise de soi, la situation était parfaitement gérable. La 2e fois fut la bonne. La cuvette se vida, se remplit. Aucune trace de tissu humain. Je me retournai, me composai soigneusement un visage, puis ouvris la porte de la cabine et m'approchai du lavabo. Aucune femme de la file d'attente ne m'accorda un regard. Ce fut mon impression, en tout cas. Je me lavai les mains à 2 reprises, juste comme ça. Et je me demandai pour la énième fois comment faisait mon père. Était-il sans cœur au point de ne rien éprouver lorsqu'il sélectionnait ses victimes, ou quand nécessairement il faisait le ménage après avoir commis son forfait? Ou étaient-ce au contraire les seuls moments où il ressentait enfin quelque chose? Il agissait sous le coup de l'influx nerveux, conjugué à la poussée d'adrénaline, sans oublier le besoin d'infliger des sévices. Un mauvais réglage des pulsions sexuelles, qui le conduisait à se repaître de souffrance plutôt que de plaisir, au point que les pires moments étaient pour lui les meilleurs. Je me suis souvent dit que si mon père était encore de ce monde, il serait le premier à affirmer que ce n'était pas de sa faute. Il était né comme ça. C'était simplement sa nature. Une nature qu'il avait aimablement transmise à sa fille aînée, tout en prenant soin de m'en garder une partie. Mais je ne voulais pas être la fille de Haridé, ni la sœur de Shanadé. Et je m'interrogeais de nouveau sur ma mère. Cette femme qui n'était qu'une ombre, qui existait à peine sur le papier, et qui pourtant avait mis fin au jour de notre père. Papa donne de l'amour, maman est pire. Comme nous nous l'étions dit avec Didi Warren, dans chaque relation, il ne peut y avoir qu'un dominant. Dans ma famille, il était clair que mon père prenait toutes les décisions. Donc si ma mère lui avait donné de l'aspirine avant de lui ouvrir les veines, c'était uniquement pour se conformer à ses ordres. Il avait commandé, elle avait obéi.
Voilà pourquoi Shana en voulait à notre mère. Elle avait perçu en elle la femme soumise, la femme faible qu'elle méprisait. Shana s'identifiait à notre père, le chasseur, le dominant qui imposait sa loi. Je me suis souvent demandé si elle enviait la décision qu'il avait prise de mourir plutôt que de se laisser capturer. Si, 30 ans plus tôt, au moment où la police était venue l'arrêter, Shana et moi avions encore vécu sous le même toit, comme de vraies sœurs, serait-elle entrée dans la baignoire en me tendant le rasoir sans rien dire? Et moi? Peut-être bien que j'aurais accepté le rasoir. Mais ensuite, je me serais penchée sur elle pour prélever délicatement un lambeau de peau avant de m'enfuir. Ma sœur se trompait. Je n'étais pas plus ma mère que je n'étais notre père. J'étais les deux en un sens. Un prédateur et un être soumis, qui faisait du mal aux autres et éprouvait des remords. Un personnage haïssable certaines nuits, mais qui résistait à la tentation plus souvent encore. Nous avons tous en nous la capacité d'être bons ou mauvais, héroïques ou malfaisants, forts ou faibles. Je frissonnais de nouveau. J'avais dans la tête des images que je ne voulais pas voir, et je n'arrivais pas à me défaire du sentiment d'effroi qui m'étreignait. Ma sœur avait parlé. Elle nous avait livré un nombre qui témoignait d'un lien entre notre père disparu et un nouveau tueur, encore plus habile. Ma sœur, après toutes ces années, était encore décidée à me blesser jusqu'au sang. Après le Target, direction l'épicerie. Nouveau passage aux toilettes. Les derniers lambeaux de peau furent emportés par la chasse d'eau. Du premier coup cette fois-ci. Manifestement, la pression était meilleure dans les tuyaux de ce magasin. J'écrasai le sachet dans mon poing et le déposai dans la poubelle, sous une pile d'essuie-mains en papier froissé, avec le sac de bouchons en caoutchouc. Nouveau lavage des mains. Elles étaient sèches et crevassées à force d'être savonnées avec une telle énergie. Je ne sentais rien, bien sûr, mais je constatais que la peau était rouge et irritée au niveau des articulations. Je me promis d'appliquer du baume dans la soirée. Il faudrait aussi que je vérifie à la loupe l'absence d'éclats de verre. Pressée comme je l'étais cet après-midi, il était possible que je me sois esquintée et que la plaie soit en train de s'infecter. Je n'avais aucun moyen de le savoir. Que ressentirais-je d'ailleurs si, me réveillant en pleine nuit, je trouvais un assassin au milieu de ma chambre? Il ne pouvait pas me faire souffrir. Me surprendre, oui. Provoquer chez moi du dégoût, de la colère et même de la honte. Mais pas de la douleur. Je ne connaissais pas la douleur. Et je me dis comme ça, une idée un peu folle, que mon père devait le savoir. Il avait bien dû me mutiler quand j'étais bébé. Pourquoi aurait-il écouté les supplications de ma mère? Non, je parie qu'un soir, il s'était penché sur moi en toute décontraction et qu'il avait fait glisser une lame de rasoir sur mon poing potelé. Sauf que je n'avais pas réagi. J'étais restée immobile, avec mon petit bras tendu. Le sang avait perlé, et j'avais regardé mon père avec ce regard parfaitement grave qu'ont les bébés. Je l'avais pour ainsi dire mis au défi de faire pire. Et je parie que ça l'avait perturbé. Peut-être même que j'avais semé la peur dans le cœur de ce mâle dominant. Au point qu'il avait pris mon siège auto pour m'enfermer dans le placard. N'importe quoi, pourvu que j'arrête de l'étudier avec ce regard de sage. Je n'étais pas ma mère. Je n'étais pas mon père. Je n'étais pas ma sœur. J'étais la conscience de la famille. Pas étonnant qu'il m'ait enfermée dans le placard, toute seule. 20 heures. La température avait encore baissé, et je frissonnais dans mon manteau en regagnant ma voiture, 2 sacs de course à la main. J'avais envie de rentrer chez moi, mais j'avais encore les flacons pulvérisés. Où pouvait-on jeter du verre cassé en toute discrétion? C'est alors que j'eus la bonne idée. Le recyclage, évidemment. Le conteneur pour déchets en verre. Je déposai mes sacs dans la voiture et retournai dans le hall d'entrée du magasin, où se trouvait une batterie de poubelles bleues destinée au tri des déchets. Là, le bac pour le verre. Je regardai autour de moi en attendant un moment où il y aurait moins de passage. Puis j'ouvris rapidement mon cabas, attrapai le sachet
l'ouvrit d'un coup sec et en jetai le contenu rapido presto. Ma mission accomplie, je me retournai vers les portes automatiques quand, levant les yeux, je découvris les caméras de surveillance juste au-dessus de moi, braquées sur la poubelle. « Allez, allez, allez !» ordonnai-je à mes muscles soudain frappés de paralysie. « Bouge-toi !» Ressortant dans la nuit glaciale, je m'enfuis, pour ainsi dire, jusqu'à ma voiture, où je démarrai et quittai le parking sur les chapeaux de roue. Il me fallut 2, 3, 4 carrefours pour réussir à reprendre le contrôle de ma respiration et m'obliger à raisonner. Les supermarchés ont des caméras de surveillance pour lutter contre le vol à l'étalage. Je n'avais rien dérobé, par conséquent, je n'avais rien à craindre. Au contraire, j'avais mis du verre au recyclage. C'est dire si je n'avais rien à me reprocher. « Rentre donc chez toi », m'ordonnai-je. La journée avait été longue et éprouvante, entre ma sœur, l'énigme du nombre 153 et les effroyables scénarios qui se dessinaient maintenant. Mais le temps jouait en notre faveur. Le tueur à la rose avait frappé 2 jours plus tôt. Puisqu'il s'était écoulé un intervalle de 6 semaines entre les 2 premiers meurtres, il y avait des chances que la police dispose d'un bon mois avant que l'assassin ne récidive. Amplement le temps de trouver la meilleure stratégie pour contrer Shanna et ses petits jeux de manipulation. Amplement le temps pour moi de remettre de l'ordre dans mes idées. 21 h. Je retrouvai enfin mon appartement, où je laissai tomber mes divers sacs de courses par terre. Je filai droit à ma chambre, allumai l'unique lampe de chevet, me déshabillai. Et j'allai dans mon dressing pour me rouler en boule par terre, dans le noir complet, les genoux serrés entre les bras, le regard tourné vers le fin liseré de lumière au bord de la porte. Enfin, je me laissai aller au gré des vagues de terreur indicibles qui se succédaient en moi. Que ressentiriez-vous? Que feriez-vous si vous vous réveillez au milieu de la nuit pour découvrir un assassin dans votre chambre? « Papa » murmurai-je. Pendant que dans la pièce d'à côté, le téléphone se mettait à sonner. Chapitre 23. Charlie Sgarzi avait l'air d'un homme brisé. La mâchoire butée, le menton obstiné, les épaules solides. Il n'en restait plus rien. Au lieu de cela, effondré sur le canapé de sa mère, il semblait défait et regardait Didi et Phil avec des yeux rougis. « Vous ne comprenez pas, » disait-il d'une voix pâteuse. « Jamais elle n'ouvrait sans avoir regardé par le Judas. Et en aucun cas elle n'aurait laissé entrer un inconnu, même en pleine journée. À quelle heure croyez-vous que mon cousin a été assassiné ?» Didi hocha la tête. Elle se souvenait d'avoir entendu Sgarzi dire que sa mère vivait plus ou moins en recluse. Et pourtant, quelque part entre 14 et 16 heures, d'après la première estimation du légiste, le tueur à la rose était entré chez Janet Sgarzi, avait drogué la vieille mère cancéreuse de Charlie et emporté son pauvre corps de 45 kilos jusqu'à la chambre, où il avait mis son projet à exécution. Charlie avait découvert le crime peu après 19 heures, en apportant le dîner. Comme Phil lui avait laissé sa carte à la fin de leur entrevue, il avait aussitôt appelé. Et Phil avait à son tour fait venir Alex pour qu'il lui prête son concours dans l'analyse de la scène, ainsi que Didi en qualité de consultante indépendante. Alors qu'ils étaient en train d'aller chercher Jack chez ses grands-parents, Alex et Didi avaient fait demi-tour en voiture et informé les babysitters compréhensifs qu'ils se rendaient sur les lieux du dernier meurtre du tueur à la rose, une coquette maison de South Boston qui sentait à plein nez les vieux souvenirs et la chair fraîche. « Nous pensons que l'assassin se fait peut-être passer pour un employé d'entreprise de surveillance, un dératiseur ou autre, » dit Phil. « Est-ce que votre mère aurait ouvert à un livreur, par exemple ?»« Pourquoi la presse n'en a-t-elle rien dit ?» explosa Sgarzi. « Parce que nous n'avons trouvé aucun témoin pour confirmer notre théorie, » répondit Phil avec douceur. « Ce n'est encore qu'une hypothèse, liée à la facilité avec laquelle l'individu pénètre chez ses victimes.
Vous dites que votre mère était prudente. Ça oui. Se pourrait-il qu'elle ait été endormie en plein après-midi? Elle fait des siestes, oui. D'ailleurs, elle est proche de sa fin. Il y a plus de mauvais jours que de bons et les médecins ne peuvent. Enfin, ils n'auraient rien pu faire. Et merde! Une minute, d'accord? Le salon exigu n'offrait guère de place pour s'isoler. Sgarzi s'approcha avec raideur de la cheminée en briques et se mit à en contempler la tablette. La maison rappelait le studio de Sgarzi, pensa Didi. Petite, mais bien entretenue. Meubles dépoussiérés, tapis aspirés. Elle se demanda si Janet faisait encore le ménage, ou si c'était parfois son fils qui s'en chargeait. Très probablement la seconde hypothèse, étant donné la brusque dégradation de son état de santé. Du reste, Sgarzi avait aussi apporté son dîner à sa mère ce soir-là. De la soupe, achetée dans un de ses restaurants préférés, avait-il expliqué, puisqu'elle avait de plus en plus de mal à avaler des aliments solides. Didi ne pouvait pas imaginer ce que cela avait dû être d'entrer, d'appeler sa mère souffrante et de ne recevoir aucune réponse. Puis, avec une pointe d'inquiétude, d'aller dans la chambre du fond et d'y découvrir que ses pires craintes étaient encore bien en deçà de la réalité. Sgarzi ouvrait et fermait convulsivement les poings. Didi se demanda s'il allait frapper la cheminée ou crever la vieille cloison jaunie. Mais avec un effort visible, il se ressaisit. Un dernier frisson, et il se retourna vers eux, hagard. « C'est Shanadé qui a fait ça », affirma-t-il en perforant l'air d'un index affirmatif. « Allons, Charlie », protesta Phil. « Il n'y a pas de « allons, Charlie ». Je suis à 2 doigts de dénoncer son petit manège, et elle le sait. Je pensais enquêter sur de l'histoire ancienne quand j'ai commencé à me renseigner sur elle. Mais la première chose que j'ai apprise, c'est qu'elle avait des yeux et des oreilles à l'extérieur. Et maintenant, elle s'en sert. Elle s'est trouvée une marionnette tueuse qui peut faire tout le boulot pendant qu'elle tire les ficelles depuis sa cellule. Un alibi en béton, hein? Shanna n'a pas pu tuer ma mère, puisqu'elle est déjà en tôle. Et pourtant si, elle l'a assassinée pour se venger de moi, et le pire, c'est qu'elle se tord de rire parce qu'elle sait que vous ne pouvez rien faire. Voilà ce que lui ont appris 30 ans de prison. Comment commettre le crime parfait. Votre mère aurait-elle ouvert à un livreur? Insista Phil. Je ne sais pas. J'imagine. La maison est équipée d'un système de surveillance? Demanda Didi. Oui, il y a une alarme. Des caméras? Non, juste des détecteurs aux portes et aux fenêtres. Le nom de l'entreprise? Sgarzi le fournit. Phil le nota. Est-ce que votre mère aurait signalé l'arrivée d'un nouveau voisin dans le quartier? Un inconnu qu'elle aurait surpris à rôder? Un locataire qui viendrait d'emménager? Non. Se serait-elle sentie surveillée? Ma mère ne sortait pas de chez elle et vivait les stores baissés. Comment aurait-on pu la surveiller? Un point pour lui, pensa Didi. Des visites d'une infirmière à domicile, d'un autre professionnel de santé? Intervint-elle. Oui, 2 fois par semaine pour des soins d'infirmerie. Ma mère aurait eu besoin de plus d'aide, évidemment, mais c'était tout ce que nous pouvions nous offrir. Infirmier ou infirmière? Madame Elliott, une dame d'un certain âge, assez gentille. Ma mère l'aimait bien. Toujours la même? En général. Et quand elle avait un empêchement, on nous envoyait un remplaçant, mais jamais sans nous prévenir. Et puis elle venait le mardi et le vendredi, donc on n'attendait personne avant demain. Est-ce que les voisins ont vu quelque chose? Demanda Sgarzi, en sautant directement au sujet suivant. Le type a dû attendre devant la porte, sous le nez de toute la rue. L'enquête de voisinage est en cours, lui assura Phil d'une voix lénifiante. Autrement dit, vous n'avez rien, les accusa Sgarzi. Si un de vos agents civils avait un tuyau intéressant, vous seriez au courant. Quel fils de pute! Il se retourna, reprit sa contemplation de la cheminée. Vous disiez que vous apportiez son dîner à votre mère, reprit Didi. Et pour le déjeuner? Elle prend une de ses boissons nutritives, en sûre, un truc comme ça. Didi fixait le dos du journaliste. Et elle prenait une collation dans l'après-midi? Parce qu'il y a 2 assiettes et 2 verres dans l'évier. Quoi?
De nouveau, Sgarzi se retourna, les yeux écarquillés. Avant qu'il puisse le retenir, il était déjà dans la cuisine. « Ne touchez à rien !» lança Phil derrière lui. Le bras du journaliste se figea au moment où il allait saisir le premier verre dans l'évier en inox. « Pièce à conviction », expliqua Didi. Sgarzi baissa la main. « Elle a eu un invité », dit-il d'une drôle de voix, troublée. « Qu'est-ce qui vous fait dire ça ?»« Maman ne mangeait plus grand-chose depuis des semaines, les effets secondaires des médicaments, la douleur. Je lui apporte son dîner. Elle prend un petit déjeuner léger et un substitut de repas pour le déjeuner. Mais 2 assiettes, 2 verres, et son beau service en plus. Elle ne le sortait que pour les grandes occasions, quand il y avait un invité par exemple. »« Charlie, » demanda posément Didi, « est-il possible que votre mère ait connu la personne qui s'est présentée à sa porte cet après-midi, et que ce soit pour cette raison qu'elle l'a laissé entrer ?»« Je ne sais pas, » répondit Sgarzi, hébété, à 100 lieues des certitudes qu'il affichait précédemment. « Quand elle avait un invité, que lui offrait-elle » demanda Phil. « Des biscuits, du thé avec des petits gâteaux, ce genre de choses. » Sgarzi ouvrit un placard et en sortit un paquet jaune qui semblait entamé depuis peu. Il manquait 2 biscuits. « Quel fils de pute !» répéta Charlie. « Il va nous falloir une liste des amis et relations de votre mère, » indiqua Phil. « Inutile. Ma mère souffrait d'un cancer en phase terminale. Les gens qui la connaissaient ne venaient pas la voir pour qu'elle leur offre des petits gâteaux. Ils lui apportaient à manger. Cet invité était un étranger pour elle, vous voyez? Le genre de personne dont vous êtes en train de faire connaissance, pour qui vous vous mettez en frais. » Sgarzi regarda le paquet de biscuits, comme s'il pouvait lui parler. « Un ami d'ami, par exemple, » murmura-t-il. « Quelqu'un qui aurait affirmé me connaître ou une ancienne relation, de retour dans le quartier. Quelqu'un qui aurait connu Denis, conclut-il d'un seul coup, ou qui aurait prétendu posséder des informations sur lui. » Il leur lança un regard. Elle aurait ouvert sa porte à quelqu'un comme ça. Elle l'aurait invité à entrer. Elle lui aurait offert des biscuits sur ses plus belles assiettes. Elle aurait fait un effort pour quelqu'un qui avait connu Denis. Je vous le dis, c'est Chanadé qui a tué ma mère. Et il faut vraiment que vous soyez con pour ne pas l'en avoir empêché. Didi ne prit pas la peine de répondre. L'absence de preuves à l'appui de sa théorie, le respect des procédures, le b.a.-ba du travail d'enquête, ces questions n'intéressaient pas Charlie Sgarzi. Ce qu'il voulait réellement, c'était la seule chose qu'il ne pourrait jamais lui rendre, sa mère. Phil réussit à le renvoyer dans le salon et demanda au technicien de scène de crime de procéder au relevé des empreintes sur la vaisselle de l'évier et dans toute la cuisine. Il venait d'obtenir que Sgarzi commence à dresser la liste des amis et voisins de sa mère quand Alex les rejoignit. Il avait une expression que Didi ne lui avait jamais vue. Pas seulement d'une extrême gravité, mais aussi profondément bouleversée. D'un signe, il l'invita à le suivre. Pas un mot de mise en garde, pas une parole d'encouragement. Alors Didi sut que ça allait être insoutenable, avant même d'avoir mis les pieds dans la chambre. La pièce du fond était minuscule, et elle avait certainement été conçue comme un cabinet de travail avant d'être convertie en chambre, lorsque l'état de santé de Janet Sgarzi s'était dégradé au point qu'elle ne pouvait plus monter les escaliers de cette charmante demeure de style colonial. Un lit médicalisé, avec barrière métallique, occupait la quasi-totalité de l'espace. Repoussé contre le mur, il bloquait une porte qui devait ouvrir sur le jardin. Au chevet, une vieille table de nuit en chêne, avec une carafe d'eau, une kyrielle de flacons de pilules orange et, bien entendu, une bouteille de champagne et une rose rouge. Didi regarda fixement ces 2 objets un bon moment, parce que s'attendre à la vision qu'elle était sur le point de découvrir ne rendait pas l'idée plus supportable. Pas de menottes en fourrure, constata-t-elle. Non,
confirma Alex. Là où il se trouvait, il lui bouchait la vue du lit. Tous deux se tenaient au coude à coude dans l'embrasure de la porte. Pour qu'elle avance, il aurait fallu qu'il recule. Il y a plusieurs différences avec les meurtres précédents, continua Alex, à la fois en ce qui concerne la victime et le mode opératoire. Mais ceci explique peut-être cela. Si on prenait les choses dans l'ordre? La victime, Janet Sgarzi, 68 ans, vivait seule et souffrait d'un cancer en phase terminale. Le fait qu'elle vivait seule est cohérent avec le profil de nos victimes. Mais son âge et son état de santé font d'elle un cas à part. Nous sommes passés du meurtre de célibataire relativement jeune à celui d'une vieille maman malade. Et l'acte a été commis en plein jour, ajouta Didi. Le risque était plus élevé. Oui, Pat s'enhardit. Cela dit, cette victime avait la réputation d'être prudente, et elle n'aurait sans doute pas ouvert sa porte à la nuit tombée. J'ajoute que même si elle vivait seule, Charlie dormait souvent ici en raison de sa maladie. Donc, dans ce cas précis, une agression nocturne aurait été plus risquée. Le tueur avait dû les pieds, forcément pour tenir compte de tous ces paramètres. On s'en doutait déjà, dit Alex. Pat ne laisse rien au hasard. Il prépare ses coups. Ce qui explique qu'on n'ait toujours aucune idée de son identité, même après 4 intrusions. 4? 3 meurtres, plus chez nous, également en pleine journée. Didi se raidit. Il s'exerçait. Je te parie tout ce que tu veux. Ce connard voulait faire mumuse avec nous, d'accord, mais il voulait aussi s'exercer. Il avait déjà choisi sa prochaine victime, Janet Sgarzi, une victime qu'il lui faudrait aborder 2 jours. Alors il a peaufiné ses méthodes de repérage et d'intrusion chez nous. Merde! Alex posa une main sur son épaule. Pas pour la réconforter, pour l'inviter au silence. Didi, dit-il avec une immense gravité. Aussitôt, elle se tut. Pour en revenir à notre analyse, reprit-il sur un ton solennel. D'accord. Pat prépare son coup à l'avance. Dans le cas présent, il va devoir approcher sa victime de jour. Vu son âge et son état de santé, il n'a sûrement aucun doute sur sa capacité à la maîtriser, même au cas où elle soit éveillée et pleinement consciente. Mais il semblerait que par précaution, il ait apporté un sédatif incolore, inodore et sans saveur. Ben a retrouvé un flacon contenant des traces de rohypnol dans la poubelle. Pat a dû droguer Janet. Il y a de la vaisselle pour 2 dans l'évier, l'informa Didi, comme si Janet avait offert un goûter à un invité. Des biscuits à la figue. Alex fit la grimace. Le plus probable est que Janet n'a rien senti, dit-il. Comparé au ravage du cancer, on pourrait même soutenir que c'était une fin moins pénible. En tout cas, une mort moins douloureuse. N'empêche... Il fit un pas en arrière et lui laissa voir le grand lit d'hôpital. Malgré elle, Didi fut prise d'un haut-le-cœur. Janet était déjà morte, se rappela-t-elle. Déjà morte, déjà morte, déjà morte, déjà morte. N'empêche, comme le disait Alex, que cela restait une vision d'horreur. Fidèle à sa méthode, le tueur à la rose avait écorché le buste et le haut des cuisses de Janet Sgarzi. Mais contrairement aux 2 premières victimes, des jeunes femmes en relativement bonne santé, Janet était déjà en train de dépérir sous l'effet d'une cruelle maladie. Il ne lui restait plus que la peau sur les os. Autrement dit, quand le tueur avait retiré la peau, Didi porta sa main à la bouche, par réflexe. Voilà une scène de crime qui lui laisserait une marque indélébile. Il y a des traces d'hésitation, indiqua Alex. Pardon? Sur l'extérieur de la cuisse et sur la cage thoracique. On voit que la peau est déchiquetée, découpée de manière irrégulière. À son 3e meurtre, l'assassin aurait dû avoir moins de résistance intérieure à surmonter. Il aurait dû posséder une technique plus maîtrisée et minutieuse. Au contraire, il a eu du mal avec cette victime.
À cause de son âge, suggéra Didi. C'était plus difficile de s'en prendre à une vieille dame? Pas de menottes en fourrure, ajouta Alex. Les objets les plus explicitement sexuels qu'il laissait derrière lui. Dans l'hypothèse où il s'agirait d'une meurtrière qui tuerait des jeunes femmes pour collectionner des lanières de peau sans défaut, une vieille dame ferait tache dans le tableau. Elle n'est pas son type. Mais sommes-nous même certains que c'est bien l'œuvre du tueur à la rose et pas d'un imitateur? Oui, confirma Alex. Malgré les traces d'hésitation, l'absence de menottes, Janet Sgarzi est bien sa troisième victime, l'interrompit Alex. 153, Didi. Voilà à quoi j'étais occupé tout à l'heure. Compter des lanières de peau humaine. Et Dieu sait que j'espère ne plus jamais avoir à faire une chose pareille de toute ma vie. Mais je suis tombé sur le nombre magique. 153. Didi ne répondit pas tout de suite. La gorge nouée, elle ne pouvait pas avaler, encore moins parler. Pas étonnant qu'Alex ait eu cet air, lugubre. De toutes les scènes qu'il avait eu à analyser. « Je suis désolée », dit-elle finalement. Janet Sgarzi est une victime du tueur à la rose, continua posément Alex. Mais elle n'était pas son type préféré. Donc, un autre critère a dû la désigner comme cible. Charlie Sgarzi pense que Shanadé est derrière ce meurtre, qu'elle a ordonné au tueur d'assassiner sa mère pour le punir d'enquêter sur elle, ou pour le dissuader de continuer. Dans ce cas, je crois que c'est raté, parce qu'il a juré de se venger. Ou alors, Janet savait quelque chose, suggéra Alex. Comment ça? Shanadé se tient tranquille à l'isolement depuis près de 30 ans, n'est-ce pas? Exact. Et tu penses que d'un seul coup, elle entretiendrait une communication codée avec un tueur en série qui serait apparu à Boston par génération spontanée et qui prendrait modèle sur un autre assassin mort depuis des lustres. Voilà. Alors on en revient à notre question du jour. Pourquoi aujourd'hui? Quel serait l'événement déclenchant? Le 30e anniversaire du meurtre de Donnie Johnson? Plutôt arbitraire, si tu veux mon avis. Didi lui lança un regard appuyé. Nous avons déjà eu cette conversation, et crois-moi, tu as parfaitement mis ma sagacité en doute dès la première fois. Je ne mets pas ta sagacité en doute. J'avance une théorie. Janet Sgarzi n'était pas seulement la tante de Donnie Johnson. Elle était la mère de Charlie, c'est-à-dire du journaliste qui, il y a tout juste quelques mois, a commencé à poser de nouvelles questions sur la mort de son cousin. Didi le regarda avec perplexité. « Tu veux dire… » L'histoire de la date anniversaire, c'est subjectif. En revanche, rouvrir une enquête sur un assassinat. Et si Shanadé avait réellement un ami qui date de cette époque? Et si cette personne possédait des informations ou avait commis des actions qu'il ou elle ne pouvait pas se permettre de voir ressurgir, même après des décennies? Le véritable objectif du tueur à la rose ne serait pas de mettre en scène une macabre série de meurtres évoquant Harry Day, murmura Didi. Ce serait d'étouffer une ancienne affaire, parce qu'il n'y a pas de prescription en cas d'homicide. Pat a encore tout à perdre. Et un point faible bien réel, fit remarquer Alex d'un air farouche. Shanadé.